Dans le top 10 des personnalités de Marseille, il est dans les 3 premiers, ça c'est sûr. De gauche à droite, au milieu, il a l'oreille de tous. On l'écoute, on lui fait confiance. Et on sait qu'on peut lui faire confiance, que jamais il ne vous trahira. On le trouve à l'Élysée, à Matignon, dans tous les lieux de pouvoir, qui vous connaît presque tous les grands de ce monde. Ils savent très bien, il est là en train de vendre Marseille. Il n'arrête pas, il est toujours à droite, à gauche, toujours attentif aux gens, toujours en voulant créer un monde autour de lui. Ce qui m'amuse beaucoup chez Michel, c'est sa fantaisie et sa petite malice dans les yeux. Pour moi, Michel Montana, c'est le symbole de la réussite personnelle. Là, il y a 3 choses incontournables à Marseille. Il y a la bonne mère, il y a 2, je pense qu'il y a l'OM, et puis 3, il y a le mondial de pétanque avec Michel Montana. C'est l'histoire d'un homme qui a déjà vécu 1000 vies et qui semble vouloir en vivre 1000 autres. Un homme dont l'histoire se confond avec celle de sa ville. Né en Algérie dans une famille pauvre, il deviendra à Marseille, tour à tour chanteur de music-hall, vendeur de journaux puis grand Manitou de la presse, proche des communistes mais ami des grands patrons, des politiques de tous bords et des stars du show business. C'est l'histoire d'un homme qui a fait d'un simple jeu de boules la fierté de toute une ville. Un homme que le tout Marseille connaît, mais qui ne s'était encore jamais raconté. Demandez la Marseillaise. Bonjour. Demandez la Marseillaise. Demandez la Marseillaise. C'est pas mal ça. Voilà. Plus boule la vie, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. déjà, Ah ouais, c'est le journal plus boule la vie. Ouais. Ah ouais. Allez madame, on vous laisse là. Voilà. Personne ne peut prétendre être le roi de la pétanque. Mais Michel Montana, c'est sûr, en est le parrain. Il a fait de Marseille la capitale mondiale de la pétanque. Chaque été, depuis 55 ans, le concours qu'il a créé réunit des milliers de joueurs, au parc Borelli, comme un peu partout dans Marseille. Et ce jeu, inventé à La Ciotat en 1905, n'en finit pas d'étendre sa popularité. En ce premier dimanche matin de juillet, jour d'ouverture du mondial, les amateurs viennent des 4 coins de France et même de la planète entière. Michel Montana peut alors mesurer la notoriété de son bébé. Ah, vous avez perdu. On a perdu. Ah là là. Ouais. Salut les gars, salut à tous. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Félicitations encore pour tout ce que vous faites. Merci ami, merci. Ouais. Vous êtes adorable. Allez, on continue. Bonne journée. Merci. Vous allez bien? Ça va bien. Salut les jeunes. Salut les amis. Vous êtes d'où vous? Vitrolles, nous. Ah oui, la boule de vitrolles, boule de vitrolles. Les ch'tis. Ah, les ch'tis, oh là là. Ça fait plaisir de voir les ch'tis, là, hein, vous voyez, avec tout le monde, là. Ah, les Alsaciens, tiens, regardez. Il y a les Alsaciens, là, vous les voyez, là? Ah, voilà, là, vous avez les Lyonnais, là, hein, mon cher, vous voyez? Tous les Lyonnais, vous avez joué? Ouais, on a joué. Vous avez gagné? Ah, ils ont gagné, les Lyonnais, vous voyez? Donc, ils jouent cet après-midi, là, hein. Voilà. Tu l'as faite ou tu l'as pas faite? Je t'ai pas vu appuyer, moi. Ah bon, parce que je regarde, hein, parce que ça, c'est les Lyonnais, il faut la donner, hein. Je peux me permettre de vous saluer, de vous dire que vous faites quelque chose de très beau. C'est gentil à vous, monsieur. Ça fait vraiment plaisir pour les Marseillais d'avoir un truc aussi beau que ça. Eh bien voilà, vous voyez, c'est pour Marseille et la Méditerranée, voilà. On essaie, monsieur, on essaie. Au revoir, jeune homme. Salut les gars. Ça va? Ouais, bien. Et là, vous voyez, c'est tous ceux qui ont perdu, là, voilà. Alors, il y a la belle casquette, là. Oh. On a gagné la première. Ah, bravo, bravo. Quel effet ça fait de voir toute cette foule? En fait, c'est grâce à vous qui sont là, tous ces gens. Bon, grâce à moi, grâce à vous, à l'organisation, à tout le monde, hein, à tous ceux qui font beaucoup de choses collectivement. Je vous ai dit, c'est un travail collectif, je vous l'ai dit au départ.
Et maintenant, vous en voyez toutes les répercussions. C'est qu'on fait venir 84 départements, c'est pas rien. Vous avez vu les Alsaciens, vous avez vu les Lorrains, vous avez vu les Lillois, les Niçois qui étaient de l'autre côté. Vous voyez, tout le monde est là. Et quel effet ça fait que les gens vous reconnaissent, vous remercient? Ah ben moi ça me fait plaisir parce que ça veut dire que les gens sont contents de la manifestation qu'on a créée et qu'ils veulent que ça continue et qu'elle soit encore plus belle. Voilà, je réponds à votre question. Allez, on continue. Va. À le voir déambuler ainsi, À tout à l'heure. Hein, oh. on croirait voir passer une sorte de roi de Marseille. Pourtant, le parcours de ce bonhomme-là était loin d'être tracé d'avance. Comme de nombreux phocéens, la vie de Michel Montana commence de l'autre côté de la Grande Bleue, en Algérie. Michel Montana, de son vrai nom Albert Torjman, naît à Oran en 1931 dans une famille juive d'origine espagnole. Au milieu des années 30, le petit garçon a alors 6 ans, la famille quitte l'Algérie, son père cherche du travail à Marseille. Le temps a passé, mais le souvenir de ce père est encore bien présent. Il a travaillé aux Nouvelles Galeries, 1 an je crois. Puis les Nouvelles Galeries ont pris feu et le malheureux, il s'est trouvé chômeur. Voilà comment elles ont ensuite. Et il a cherché du travail. Il est devenu piqueur de sel. Le piqueur de sel, c'est un monsieur qui descend en bas des bateaux, dans les soutes des bateaux, avec un marteau, mais je vous parle ça il y a 70 ans ou 80 ans. Il frappe la rouille et il lève les morceaux de rouille qui se sont ancrés pendant des années dans la coque du bateau. Et toutes les 2 heures, on les fait monter à l'air libre. Il consomme 1/4 ou un demi-litre de lait. Il redescend 2 heures et il faisait 4 heures par jour, pas plus. Mais c'était bien rémunéré, il paraît. Hein. Le petit Albert découvre Marseille et des nouveaux copains d'école de toutes origines. À cette époque, la ville accueille de nombreux immigrés, arméniens mais aussi corses, espagnols, fuyant la misère ou les guerres. Michel et son jeune frère vont grandir dans un quartier qui accueille toutes ces populations, le 15e arrondissement. On est à l'avenue Maxime, qui est près du chemin de la Madragueville, là. Et j'ai habité ici en 1936 jusqu'en 1941, fin 41, voilà, là. Je vais lui faire voir où j'étais. Je ne sais pas si c'est peut-être là, lui. Oui, entrez. Voilà. Ça a dû tout changer depuis. Oh là là. Il y avait une pièce grande, là. Et on était 4 dedans. Voilà, je vous dis tout, là. C'est vieille époque, ça. Et vous habitez loin, là? Oui, j'habite au fond, là-bas. Au fond, à la maison. À la maison, là-bas. C'est bien. À l'époque, les métallos étaient nombreux ici. Il y avait beaucoup de travail. Il n'y avait pas le chômage qu'il y a aujourd'hui. Hein. Il faut être juste. Les gens s'entraidaient beaucoup, à une époque, je parle. Aujourd'hui, ça a tellement changé, c'est difficile de le dire. Mais c'était ça. C'est plus comme avant, mais quand même, c'est quand même familial. Ben, tu vois, il est bien que le jeune le dise. C'est familial encore. À moi, c'est parents. Tu es d'où, toi? Moi? Je suis de là. Non, mais d'où ils sont d'où, vos parents? Moi, de Oran, ma mère. Eh Mon ben, père voilà. de Tunisie. Dis-lui que tu as parlé avec un Oranais. Ok, ça sera fait. Les immigrés italiens sont alors les plus nombreux ces années-là, arrivant par vagues successives pour fuir la pauvreté puis le fascisme, comme ses voisins, la famille Livy, dont le fils deviendra un des Marseillais les plus connus au monde, Yves Montand. Michel vivait alors juste à côté de la famille Livy. Voilà, c'est là. Voilà, c'est l'impasse du Mûrier. C'est ici. C'était sur un appartement sur la droite. Et sa sœur avait un magasin de coiffure dans ses appartements. C'était ici. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. C'est vous, c'était le salon de coiffure ici, de Lydie. Tout le monde allait se faire coiffer là. C'est une tradition, il n'y avait pas les voitures qu'il y avait aujourd'hui. On venait à pied tranquillement. Et on chahutait, on se rencontrait dans le salon de coiffure. Il y avait tout. Ce qui était un salon de coiffure avant-guerre, hein, où il y avait une convivialité que peut-être on ne retrouve pas aujourd'hui. Dans ce quartier cosmopolite, Albert et son petit frère vont à l'école, insouciants. La famille est modeste mais heureuse. L'histoire va les rattraper.
En 1940, lorsque les Allemands envahissent la France, le pays est coupé en deux. Marseille est en zone libre. La communauté juive de la ville, la seconde de France, est alors composée essentiellement de juifs algériens et d'Ashkénazes qui ont fui les pogroms à l'Est au milieu des années 30. Tous commencent alors à s'inquiéter. Cette ville refuge devient dangereuse. On nous avait obligés de mettre l'étoile juive, là, hein. Sur tous les costumes, n'importe quoi, les chemises et tout. C'est ce que ma mère m'a fait, d'ailleurs, à l'époque. Elle me l'a cousu, mais sans arrière-pensée, sans pensant que ça contrariait ou ça menait des choses difficiles. Hein. Le petit Albert a alors 10 ans et sa vie bascule. C'est là que je me suis rendu compte quand même que j'étais juif, hein, je vais vous le dire, hein, parce que c'est pas simple. Hein, parce que quand vous voyez les petits à l'école, tout va bien, mais qui vous regardent un peu étrangement, ils se demandaient pourquoi j'avais une étoile, moi. Hein. La famille Torchmann, se sentant menacée, décide de fuir, loin de Marseille. Le couple et leurs 2 fils se réfugient chez un ami dans un petit village isolé, tout au nord des Bouches-du-Rhône, ici, à Cabannes. C'était il y a plus de 70 ans. Aujourd'hui, accompagné de son épouse et de son fils, Michel Montana revient sur les lieux. Eh bien, ça rappelle des souvenirs tout ça. Ça fait combien de temps De 1941 à 45, ça fait. T'es déjà revenu là Avec ta mère, une fois. Ouais. Un mari. 2 fois, on est venu. 2 fois. Oh, Robert, quelle joie. Très heureux de te voir. Et moi. Robert est l'un des fils de la famille qui l'avait accueilli. Bonjour Marie. Et embrassez la famille. Hein. Oui, merci beaucoup. Ça, c'est mon père qui l'avait fait. Ah ouais. Avec des cailloux de l'endurance, on a fait ça. Avec les cailloux de la vie. Qu'on a charrié, nous. Et alors, c'est ici que j'ai vécu 5 ans pratiquement. Eh oui. Là, Ouais. dans cette maison, qui a été complètement refaite. C'était très dur. Hein. On a vécu des moments avec mon père, mon frère et ma mère, très très difficiles, hein, je dois vous le dire. Hein. Vraiment, on ne mangeait pas notre faim tous les jours. Nous, hein. Juste, ouais. hein. C'est ce qu'il y avait. Hein. Et c'est son père qui nous a accueillis avec ma mère, Voilà. mon père, mon frère et moi, tous les 4. Eh ouais. Ça a été une chance inouïe. Hein. Quand je connais l'histoire qui m'est arrivée. Tu es là, c'est grâce à Marcel. Ah, c'est son père, hein, Marcel Aufeuve. Hein. C'est celui qui a dit, moi je le garde, je les garde tous. Alors que sa mère, elle était comme ça. Hein. Ah ouais. Oh là là, elle disait des Israélites ou des Juifs, La mémé, appelez-les comme vous voulez. La Hein. mémé, elle était raide. Hein. Elle était raide, hein. Elle ne savait pas où ça allait. Là. Eh ouais. Et lui, non, il n'a pas cédé. Là. Marcel, il disait ça, ils sont avec nous. Eh oui. C'est la première fois que Vincent, le fils de Michel Montana, revient sur ce lieu de la mémoire familiale. Le fait d'être là, effectivement, pour le coup, on met des images sur ce qu'on nous a raconté. Et c'est forcément émouvant. Et pour la première fois depuis toutes ces années, Michel Montana entre dans cette cour où il a joué enfant, chassé par la guerre. Ah, ça me fait un peu d'émotion, à moi, là. Oh. C'était l'endroit où je jouais un peu, là. Oh là là, si vous savez. Quand je vois que cher, si ma mère était là, hein, elle se tordrait les boyaux. Hein. Ma mère, je parle, ah oui, oh là. Tu te souviens du platane? Du platane, oui. Et ici, on jouait, là. Eh ouais. Avec mon frère, avec ma mère, et puis avec les Aufeuves, là, ils étaient là. Ça, c'était tout à nous, là-dedans. Ouais. Vous savez, quand vous restez près de 5 ans, qu'avec ce morceau-là, vous voyez, et là, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait long, hein. En 41, j'avais 11 ans. On était jeunes, hein. Et quand ça s'est fini, j'avais 14 ou 15 ans. Et quand il y a eu la libération, là, enfin, en 1944, ça a été libéré ici, avec
le grand Robert, là, on a fait un acte incroyable. Ah, Si ça je m'a- ne le referai pas aujourd'hui. Ça m'a étonné que tu n'en Ouais. parles pas un peu. j'en parle. Alors on a avec une équipe, il y avait des Escalier. collègues, Escalier, tout ça. Ce sont Ouais. des jeunes. On Mes était une frères, bande de jeunes. Il y avait un de mes frères Ouais, aussi. on est allé sur la route d'Avignon, de Comont, là, et on a coupé les fils téléphoniques des Allemands, c'était la débâcle. Hein. Et bien sûr, on a été arrêtés. Ah oui. Tous les 8, là. Ils nous ont On emmenés à la mairie. à la mairie de On Comont. regardait toute la journée. Et on se demandait ce qu'on allait devenir. C'est un maire de l'époque qui était intervenu auprès des Allemands en disant « Vous n'allez pas embarquer ces enfants, quand même ». On n'était que 8 gamins. Hein. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est ouais. passé comme ça. Et les Allemands pris dans la panique où ils étaient, d'ailleurs. Hein. Allez là, barrez-vous qu'on ne vous voit plus. Voilà. Escalier, il avait dit que c'était Ouais, pour ouais. sa mère, pour étendre le Ouais, linge. ouais, ouais. Par cet exil forcé, la famille Torjman échappe à la grande rafle de janvier 1943, où 6000 Juifs sont arrêtés en quelques jours à Marseille. Aujourd'hui, la ville a bien changé. Mais les plus anciens des habitants autour du Vieux-Port se souviennent d'un quartier détruit par les Allemands, privant 30 000 personnes de leur logement. Au sortir de la guerre, Marseille renaît. Le petit Torjman a maintenant 15 ans. Il n'a pas fait d'études et il a soif de vivre. Pourtant, son père l'envoie au fond des soutes pour un travail qu'il connaît bien. Piqueur de sel, c'est, disons, c'est un boulot terrible, quoi, pour moi. Hein. Moi, vous rigolez, je suis resté 4 jours, je suis parti en courant. Quand ils m'ont fait descendre dans la soute à l'époque, c'était ça, il n'y avait pas les trucs automatiques, ni rien. Et que j'ai vu ce que faisait mon père croyait m'avoir trouvé le métier d'avenir, de Pérou, être là, tout ce qu'on voudra. Je lui ai dit, c'est pas pour moi. Je suis remonté, et là, j'ai regardé un peu, et je suis rentré, grâce à un ami, à la caisse d'épargne. Et là, j'étais planton. J'ouvrais les portes. Bonjour, monsieur. Oh, monsieur, vous cherchez qui? L'après-guerre a ceci de particulier que tout semble possible. Alors, pourquoi pas chanter? Car le jeune homme cultive une passion secrète. Il tente sa chance dans de petits cabarets marseillais. Comme son ancien voisin, son aîné Yves Montand, quelques années avant lui, il fait des imitations, chante Trenet ou Fernandel, et se choisit bientôt un premier nom de scène. Au départ du musical, c'est pas Montana. C'était Albert Tell, tel qu'il est. Ça m'a fait encore rire. Albert Tell, tel qu'il est. Voyez. Et bon, c'était un nom rigolo parce qu'il y avait Fernandel, moi je voulais m'appeler Albert Tell. Voilà, hein. Je vous raconte tout là. Avec sa petite frimoussette, ses yeux vifs un peu drôles, Marie... Albert Tell ne dure pas. Il choisit Montana, parce que ça sonne comme un État de l'Ouest américain, et surtout Montana comme montant, en espérant devenir aussi célèbre que son ancien voisin. Je le connais depuis longtemps. À la Saint-Glenglin, Papadi, il y aura des moules et des frites avec... Michel Montana, c'est désormais sa nouvelle identité. La Saint-Glenglin, maman dit... Ce nom va le suivre pour toute la vie. Du pays, chante le refrain voici. Ah, 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 à la Saint-Glenglin. Ah, 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 à la Saint-Glenglin. Donc j'ai trouvé 2 éléments quasiment collector, là, pour le coup. Hein. Là, c'est marqué le 18 novembre 1955. Ça, c'est son disque de playback quand il partait faire les scènes et qu'il n'y avait pas forcément l'orchestre derrière. Là, je crois que ça s'appelle Rue de Marseille. C'est une chanson, c'est Rue de Marseille. Et de l'autre côté, c'est Mon pote le gitan. Et par contre, là, on est vraiment dans le collector. C'est un disque olympique. C'est les premiers 45 tours, en fait. Marseille, c'est bien. Paris, ce serait encore mieux. C'est là que bat le cœur de la vie artistique. Torjman, devenu Montana, monte à la capitale. Il devient animateur du bar de l'Olympia. Après-guerre, c'est l'effervescence. Montana bourlingue avec quelques étoiles montantes de l'époque. Fernand Reynaud, Charles Aznavour. Et les je t'aime et les bisous font la sérénade à la main. Ça donne, tant mieux.
temps en temps, il dit « Oh, je regrette, j'aurais jamais dû quitter Paris ». Alors je pense que c'est Paris, plus Paris que le showbiz. Je regrette voilà, ce type, parce qu'il a vécu, c'était un Paris des années 50 qui se construisait, c'était Saint-Germain, c'était le début de l'Olympia, donc forcément, je pense que si nous, on l'avait vécu, je pense qu'on aurait peut-être les mêmes sentiments de regret de ne pas aller jusqu'au bout avec tous ces gens-là. Mais en fait, après réflexion, je pense qu'il ne les a jamais quittés, tous ces gens-là, en fait. C'est si bon. Récemment, Michel Montana a fait un beau voyage dans le temps. Réenregistrer les plus célèbres chansons du Paris mythique de l'après-guerre. C'est René Baldassini, figure d'une grande radio marseillaise, qui a accompagné son ami Montana dans ses retrouvailles avec le micro et avec sa jeunesse dans le music-hall. De se dire des mots doux, des petits, rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. Michel est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui ai assisté à des grandes séances d'enregistrement de très grands chanteurs, alors on fait plusieurs prises, on coupe, on monte, on refait, on refait, on refait, on refait. Il faut savoir qu'une prise d'enregistrement, à part Céline Dion qui est capable de faire une prise, eh bien, il y a Céline Dion et Montana qui est aussi capable de faire des choses pareilles. C'est-à-dire qu'on a fait des chansons où il a fait début-fin, que j'ai même pas repris, quoi. J'ai gardé la prise entière. La musique, ça ne nourrit pas son homme. Après ses folles années parisiennes, le voilà de retour à Marseille. Ses rêves de célébrité s'envolent. Montana devient vendeur de journaux. Ce sont ses premiers pas à la Marseillaise, la voix locale du Parti communiste. On m'avait attribué une voiture de communication, de publicitaire. Et je vendais les journaux. J'ouvrais l'arrière de la voiture, j'étalais la Marseillaise à l'époque, hein, Pif le chien, il y avait Pif le chien, hein, Miroir Sprint. Je mettais tous les magazines proches du journal et on vendait ça, on appelait ça à la poignée. On donnait un hop, plus le journal, vous voyez. Et je vendais ça toute l'année, hein, Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, et un peu partout. Entre-temps, de l'autre côté de la Méditerranée, les événements d'Algérie sont devenus une vraie guerre. Après avoir repoussé la conscription plusieurs fois, Michel Montana doit faire son service militaire. Nous sommes à la fin des années 50. Michel a 29 ans. Il part vers sa terre natale, une arme à la main. J'étais dans l'artillerie. Et on m'avait mis sur un piton, vous savez, une petite montagnette comme on peut avoir en Provence, là. Et là, on contrôlait les gens qui passaient, qui sortaient. J'étais à côté d'une mitraillette, moi, enfin. Et je ne comprenais rien du tout. On m'avait montré comment ça marchait. Hein. Et dans la nuit, je prenais la garde, comme les autres. Hein. Dans la nuit, je vois passer des ombres. Je me suis mis à tirer partout alors qu'il n'y avait personne. Bon, le capitaine, il s'appelait... Un capitaine très sympathique, d'ailleurs. Il était venu me voir, il m'a dit « Michel, ça t'a pas fait pour ça. » J'avais une de 29 ans bientôt. Il se porte alors volontaire pour remplacer un camarade sur le point d'être démobilisé au service photographique des armées. Et alors là, l'aventure, elle a commencé. C'est que le photographe, là, en question, Zuili, il me dit « Bon, tu sais faire les photos et tout ?» Je ne sais rien du tout, je n'ai jamais touché un appareil photo de ma vie. Il me dit « Mais comment tu vas faire ?» Ben, j'ai dit « Tu vas m'apprendre, moi. » Il m'a dit « D'accord. » Et je me suis mis là pendant 1 mois et demi, du matin au soir, même la nuit, je travaillais avec les appareils photo, y compris la correction à la main, hein, la correction sur des plaques de verre. Hein. Et voilà comment j'ai été reporter photographe à ce type, alors que je n'avais jamais touché une photo. 18 mois d'incorporation, 18 mois d'aventure, loin de Marseille, pendant lesquels Michel Montana fixe la mémoire de la guerre d'Algérie. Il photographie le général de Gaulle. Il est aussi témoin des attentats sanglants
ceux de l'OAS, comme ceux du FLN. De retour à Marseille, la vie reprend. Il épouse Marie, qui donne naissance à leur premier et seul enfant, Vincent. L'un et l'autre sont dans la vie de Michel Montana un point d'ancrage essentiel. Il faut quand même le dire, quand on arrive à l'âge que j'ai eu la chance inouïe d'avoir une femme exceptionnelle, Marie. Vous savez, ça fait 56 ans que je suis marié avec cette dame. Hein. Elle a toujours été à mes côtés, que j'ai rien du tout, que j'ai ce qu'on voudra, vous voyez. Elle a toujours été là, ma femme. Toujours, toujours. Ça veut dire que quand vous êtes accompagné comme ça, c'est fabuleux. Et puis j'ai un fils, alors, vous le connaissez, il est plus intelligent que moi. Donc là, j'ai fini ma carrière, vous voyez. Une carrière qui va se jouer tout entière autour du Vieux-Port, là où il a toujours travaillé. Le cours d'Estienne-d'Orve, siège du journal La Marseillaise, est en quelque sorte son jardin. Ça a été un des quartiers les plus animés de la ville. Hein. J'ai connu le marché, il était là tous les jours. C'était quelque chose d'exceptionnel. Il y avait un monde de fous. Les journaux étaient là, La Marseillaise, Le Provençal, Le Méridional, midi, soir, le soir. Les bars étaient pleins. Il y avait une ambiance de folie, une convivialité, une gentillesse et une fraternité et beaucoup d'affection entre les uns et les autres. Enfin, on buvait un coup quand même, hein, je suis honnête. Hein. Voilà. Mais là, vous avez la Marseillaise.fr avec son responsable, Casanova. C'est une équipe exceptionnelle, hein, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. Mais profite à le dire. Je suis resté ici 65 ans. Christophe n'était pas encore là. Hein. Ça fait quand même une tapée, hein, mais j'ai connu son père, je connais tout le monde, de tout le monde, disons. Vous voyez la jeunesse qu'il y a ici. Hein. Bonjour. Voilà, là vous avez un garçon très connu dans cette ville, hein, un bon journaliste, là, Monsieur Purguette. Ça va? Et j'embrasse cette belle fille parce que ça me tient à cœur, ça. J'ai manqué épouser sa tante, vous voyez, mais il y a 60 ans, hein, c'est pas vrai ça? Dis la vérité. Pierre d'Aréville est aujourd'hui le patron du journal. Voilà. Ah, ça, c'est un lieu historique. Hein. Ah, pour moi, oui. Et là, vous avez vu, vous avez la rotative. Là. C'est la dernière rotative de Creuse-Loire. Hein. La dernière qui a été faite, c'est celle-là. Elle a été inaugurée en 1979. C'est ça. Et elle tournait jusqu'à il y a 1 an et demi, à peu près, cette machine tournait. Donc c'est vrai que ça fait toujours un pincement au cœur de venir dans cette salle. Elle est toujours en état. Hein. Ouais. La Marseillaise est un quotidien qui fait partie de l'histoire de la ville et des Marseillais. Créé par les résistants communistes en 1944 au sortir de la guerre, le journal n'a jamais quitté ses locaux. C'est énorme ce qu'on fait ça. Un journal résolument ancré à gauche, en opposition au provençal et au méridional. Michel Montana a bien sûr pris sa carte au parti, mais la politique n'était pas sa passion première. J'étais surtout, je pense, un homme de communication, on appelait ça la propagande à l'époque, mais un homme de communication dans ce domaine, quoi. J'ai jamais été un grand politique. Moi, d'abord, j'ai jamais voulu être candidat, alors qu'on me l'avait proposé. Michel, il faut que tu viennes. Moi, demandez-moi tout ce que vous voulez, mais pas candidat, c'est pas mon truc. Voilà. Allez, mon cher Pierre, je t'embrasse. Bonjour à Martigues, c'est important. Au début des années 80, 7 des 11 députés de la ville sont communistes. Le PCF est encore la force politique principale de Marseille. Et pour la présidentielle de 1981, Michel Montana participe activement à l'organisation d'un meeting géant au stade Vélodrome. Son journal soutient ardemment la candidature communiste de Georges Marchais.
Et un meeting comme ça, ça ne s'improvise pas. Il est venu du monde de partout. Tout le monde voulait voir Georges Marchais. Hein. Je tiens à vous dire qu'il attirait beaucoup de monde. Hein. Il faut quand même être juste. Hein. Puis il avait cette éloquence qu'on connaît, hein, directe et sympathique. Marseille, 14h, fanfare, ballon et chiffon rouge. La fédération du parti n'a pas lésiné sur les moyens. 500 cars et 20 trains spéciaux. Résultat, quand Georges Marchais apparaît, le stade est comble, un stade à faire pâlir d'envie, l'Olympique de Marseille. Prétendent que le Parti socialiste aura tout seul une quasi-majorité, c'est bien sûr illusoire. Ça a été pour moi un moment exceptionnel, parce que quand même, quand on regarde les résultats de la présidentielle avec Mitterrand, hein, Georges Marchais était le premier ici avec 25%. Hein. C'est le premier politique ici dans la ville. Hein. Mitterrand, il était troisième. Le deuxième était Giscard d'Estaing et le troisième était Mitterrand, vous voyez. La figure tutélaire de la politique marseillaise, c'était alors Gaston Defferre, indéboulonnable maire socialiste pendant plus de 40 ans. À sa mort, la gauche marseillaise va s'évaporer, grignotée par un Front national de plus en plus puissant. Michel Montana s'engage alors dans un combat contre l'extrême droite, quitte au début des années 90 à aider discrètement la droite républicaine, lui, l'homme étiqueté à gauche. J'ai 25 ans, je me lance dans la vie politique, j'ai l'investiture du RPR et je me retrouve face au Front National. Et c'est lui qui me contacte. Parce qu'il est patron de la Marseillaise, c'est les communistes c'est quand même pas trop nos amis politiques. Quand on ouvre la presse tous les matins, on en prend plein la gueule, bon, ok. Et il m'appelle, il me dit « Renaud, il faut que tu saches une chose, c'est que ton grand-père, l'amiral Muselier, la Croix de Lorraine, ton père déporté à Dachau, moi, ma famille, la déportation, tout ça, ben, nos familles, elles sont quand même très proches, et il n'est pas question que le Front National gagne, je vais te soutenir. » Et ce jour-là, j'ai découvert un homme passionnant, quoi. Vif, chaleureux, malin comme un singe, connaissant toutes les ruses et les astuces. Et j'ai fini par gagner. Et à partir de là, on a créé une très longue et vieille amitié qui a perduré depuis donc maintenant pratiquement 30 ans. Hein. Moi, je suis dans un camp. La Marseillaise, c'est un autre camp. Mais le mondial de la Marseillaise, depuis que je suis maire, on m'a toujours invité, le soir de la finale, à lancer le bouchon. Il est au-dessus de la politique, Montana. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'a pas de conviction, il en a. On s'est engueulé comme du poisson pourri la dernière fois qu'on a dîné ensemble à propos de la CGT. Mais c'est normal, c'est pas grave. Puis je veux dire, je l'aime quand même, et je sais qu'il m'aime quand même, puis tout ça finit, à la fin on s'embrasse. À 85 ans, Michel Montana a toujours son bureau au journal La Marseillaise, ou plutôt un musée qui raconte une vie, qui raconte aussi que cet homme presque inconnu du grand public est un homme d'influence, dans tous les milieux, dans tous les univers, avec un réseau discret qui se noue dans les médias, dans le show business, dans la politique. Michel Montana est-il un homme de pouvoir ? En tout cas, il est incontournable à Marseille. Là, vous avez le président Chirac. Okay. Là, vous avez Jean-Claude Gaudin. C'est quand j'ai eu la première décoration, en 92. Là, vous avez Aragon, qui est venu au mondial. Hein. Jean-Jacques Bourdin, lui, c'est un grand joueur de boule. Hein. Ensuite, Paul Lombard. Là, vous avez le président du Canard enchaîné. Là. Vous voyez ? Marie-Laure Augry, Daniel Leclerc, vous avez tout le monde, regardez. Vous avez quand même eu cette chance-là de croiser tous ces gens-là. Est-ce que vous auriez imaginé un jour ça? Non, pas du tout. Moi qui vendais des journaux dans la rue, hein, on me posait une question, là. C'est impossible pour moi. Parmi toutes ces relations, l'une est décisive, sa rencontre avec Paul Ricard. Au début des années 60, la boisson du roi de l'anisette veut séduire les milieux populaires. La société Ricard patronnait les fêtes de la Marseillaise.
Et c'est là que j'ai connu Paul Ricard, à l'époque, qui était le président, directeur général de la société Ricard. Vous voyez. Et à cette époque, j'ai fait la connaissance d'un homme exceptionnel qui s'appelle Charles Pasqua. Il était directeur général des ventes. Le dirigeant d'un journal communiste qui fait affaire avec Charles Pasqua. Ailleurs, cela paraîtrait surprenant, pas à Marseille. Et un jour, Paul Ricard nous a demandé de venir et il voulait faire une manifestation très forte. Et c'est Charles Pasqua qui voulait faire la pétanque. C'est un jeu qui se prête parfaitement à la notion même de convivialité. C'est un jeu qui se joue à plusieurs. C'est un jeu de partage, d'ailleurs, à plusieurs, qui peut être très concurrentiel, bien sûr, comme on le voit. Et c'est un jeu qui se finit souvent autour d'un verre, et très particulièrement d'un verre de Ricard. La première édition du concours est lancée en juillet 1962. Michel Montana rêve en fait de concurrencer la compétition rivale organisée par le journal concurrent, Le Provençal. Mais les débuts sont difficiles. On avait démarré au Parc Borelli, bien sûr, et ça n'avait pas été un grand succès. Hein. Il y avait 300 équipes, ça paraît important, mais ce n'était pas grand-chose à l'époque. Hein. Et on se demandait si on allait continuer. L'homme de la persévérance a été Charles Pasqua. Lui, il ne voulait rien lâcher. Hein. Paul Ricard, lui, il ne jouait pas à la pétanque, soyons justes. Hein. C'était pas un grand amateur de boules. Mais Charles jouait un peu, lui. Hein. Il jouait un peu. Donc on s'est trouvé là, il a dit on continue, on va y arriver. Et l'année d'après, on a doublé, on était à 600 équipes, et ainsi de suite, voilà. Ce ne sont pas des joueurs du dimanche. Ils ont d'abord été filmés cet après-midi sous les frais ombrages du Parc Borelli et ensuite ils opposent leur talent confirmé dans les épreuves du Critérium du Sud-Est à pétanque organisées par notre confrère la Marseillaise. Pour la deuxième journée, les gros bras ont succombé en nombre devant les jeunes venus du sport bouliste. Et si le jeu a ses règles, il laisse aux concurrents, vous le voyez, une grande liberté de tenue. Un concours de boules qui attire la télé, ce n'est déjà pas si mal. Mais Montana vise plus haut, il en veut encore plus. Dès les années 60, il demande à Henri Salvador de venir l'aider à faire de la pétanque marseillaise un événement à la mode. Ce qui réunissait Michel et Henri, c'est la pétanque d'abord. En plus de ça, quand Michel a eu l'envie de démarrer la Marseillaise, la pétanque, et puis quand il a demandé aux personnalités qui pouvaient le suivre, alors il y a eu une personnalité qui l'a suivi, c'est Henri. Et donc Henri a fait toutes les Marseillaises de la première jusqu'à sa mort. Étant gamin, je venais voir le mondial de la Marseillaise, je venais voir les champions et surtout Henri Salvador que j'adorais et je venais le voir jouer, voilà. Et puis il faisait un numéro, il faisait rire tout le monde et j'adorais ce type-là, quoi, voilà. Et c'est en hommage à Henri Salvador que sont aujourd'hui décernés chaque année les Salvadors de la pétanque, sorte d'ordre du mérite boulistique décerné au bon vouloir de son grand maître. Dans les années 70, un Parisien remporte la compétition et devient la première star de la pétanque. Aujourd'hui encore, Marco Foio ne rate pas une seule édition. Alors, comment vas-tu? Le champion raconte volontiers le coup de pouce décisif que Michel Montana lui avait donné. Il travaille, il s'arrête pas. Là, à cette époque-là, j'étais au battant de Joinville, athlète qualifié. J'étais dans les meilleurs Français sur 800 mètres. Et j'avais une perme pour rentrer le lundi à Paris. Fatalité, la Marseillaise se terminait le mercredi. Donc il a fallu que Michel, à l'époque, avec d'autres personnes, fasse le nécessaire auprès du colonel, du baron de Joinville, tout ça, pour m'arrêter. Sinon, je prenais un mois de trou à l'époque. Puisqu'à l'époque, on était déserteurs dans ces années-là. Moi, j'avais appelé son colonel. Hein. J'ai dit, mon colonel, moi j'ai un problème avec Foio. C'est que s'il ne reste pas, j'ai plus de concours. C'était lui qui allait en finale avec l'équipe. Hein. J'ai dit, soyez gentils, laissez-moi là, qu'il reste là, j'ai encore 2-3 jours. Et... Oh, ben, vous savez, la pétanque, il s'en foutait complètement, certainement. Hein. Et après, il a dit, ça va. Et surtout qu'il gagne. Hein. Je veux qu'il rentre, qu'il revienne et qu'il gagne. Reste encore un pas à franchir, celui de la médiatisation nationale. Le sculpteur César
et d'autres célébrités vont aider Montana. Ainsi, la star des journalistes de l'époque, Yves Mourousi. Le 1er juillet 1985, le journal de 13h s'ouvre en direct sur le terrain de boule marseillais. La France entière découvre le Roland-Garros de la pétanque. Bonjour. C'est le mondial de la pétanque. On est à peu près au niveau de Roland-Garros, en réalité, compétition pour compétition, non? Absolument, on est au niveau de Roland-Garros. D'ailleurs, nous l'appelons le Roland-Garros des boules, avec 6636 joueurs. Et croyez-moi, Yves Mourousi, le titre est disputé ici dans la Midi. Incontestablement, le 13h de Mourousi a fait énormément. Vous vous rendez compte, c'était le journal le plus regardé de France à la mi-journée. Bonjour, il était là, au parc Borelli. Tout ça parce que Michel était copain avec lui était copain avec Michel, et que Mourousi faisait un peu ce qu'il voulait. Il avait décidé de mettre un coup d'éclairage sur le mondial, et c'est vrai que ça a été un démarrage encore plus puissant qu'il ne l'avait jamais été. Ah oui, incontestablement. Le mondial avait atteint sa vitesse de croisière en 1974, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans après sa création, avec 5000 joueurs. Et là, 85, médiatisation, journal de 13h de TF1, d'un seul coup, l'événement devient national et il va devenir international. Et c'est là où on commence à comprendre qu'il y a un enjeu important pour la ville et pour les gens, un enjeu populaire, et dont il est là devenu, je dirais, le maître quasi absolu. L'amitié naissante entre Mourousi et Montana leur donne une idée: organiser chaque année une grande fête populaire pour lancer la compétition. C'est le styliste Danny Boyadjian qui accueille la première chez lui, dans son jardin. C'est vrai que ça a démarré entre ces deux êtres qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, il faut qu'on aille plus loin. Et faire une très belle soirée avant d'attaquer le mondial, enfin, la Marseillaise de l'époque, ça permettait à tous les investisseurs, des grands patrons ou des élus, de venir participer, et puis surtout d'apporter des finances pour que ça puisse avancer, le mondial. Eddie Barclay, Eddie Mitchell, pour attirer un maximum de stars, Michel Montana puise dans son carnet d'adresses mondain. Eddie Barclay arrivait de Saint-Tropez avec des stars absolument incroyables, et on s'est retrouvé de 30 personnes la première année à plus de 1000 dans le jardin de Danny Boyadjian. Et c'est un souvenir de fête absolument incroyable, complètement surdimensionné, avec des femmes avec des plumes qui descendaient des marches, des musiciens, des danseurs, une immense maison, une grande piscine, plein de gens. Je sais qu'à l'époque, il y a des gens qui se cachaient dans les coffres de voitures pour participer à la soirée. Les fêtes du concours de pétanque deviennent l'événement mondain de la ville. La comédienne Charlotte Rampling était alors la compagne du rédacteur en chef du journal La Marseillaise, Jean-Noël Tassez. Elle garde de beaux souvenirs de ces soirées marseillaises. Il fait mais vraiment des fêtes magnifiques. Il dit, lui, sont les plus belles fêtes du monde. Et il croit. Et pourquoi pas. Il y a tout Marseille. Quand je dis tout Marseille, ça veut dire qu'il y a les cadors politiques, hein, ils sont là, il y a quelques grands chefs d'entreprise, il y a quelques Parisiens qui viennent un peu s'encanailler un peu. Hein. Donc tu dis, Montana, c'est quelque chose à Marseille. Et dire que tout avait commencé par un petit concours de pétanque organisé par un journal local. Désormais, chaque début d'été, Marseille devient le rendez-vous des personnalités du monde du spectacle, de la politique et du sport. Le tout Paris débarque au Palais du Pharo. Michel Montana aime à y jouer les maîtres de cérémonie. Il y a des acteurs qui arrivent là, de partout, là, parce que ce soir, on les reçoit au Parc Borelli et au Mondial, vous voyez, et à la grande soirée. Donc, ils arrivent avant. Alors, on fait un petit truc entre collègues, là, mais très amical. Il n'y a pas de discours, il n'y a rien. Hein. Voilà un grand acteur, vous voyez. Michel, comment ça va? Tiens, pour la télévision, c'est ce monsieur, il a même joué à Marseille dernièrement, d'ailleurs. Oui, oui. Voilà, il y a quelques mois, là. Hein. Tu es quelqu'un de très généreux, de très ouvert, de très chaleureux. Et chaque année, il nous reçoit
avec beaucoup de gentillesse et d'humour aussi. Et il n'est pas lassé de nous voir, voilà. Bon, mes amis, avec qui je tombe, voilà, hein, surtout, ici, il y a monsieur Yves Tréhard, le directeur du Figaro. Ah, monsieur Tréhard. Monsieur Tréhard, c'est quelque chose. Daniel. Voilà, Daniel. Et la comédienne, là, voilà, la grande. Là. Et voilà, vous voyez. Super, c'est ma fille, ça. Exactement. Voilà. Hein. Tous les gens qui viennent, c'est comme une famille. Voilà, il est très famille, c'est un lien. Voilà, il a réussi à faire ça, quoi. Et je me rends compte que tous les gens autour, là, chaque année, je suis content de les voir. Mais vraiment. C'est Maïd qui est chez toi, alors, hein, tu fais ce que tu veux. On va faire un cambriolage si je suis chez moi. Allez, salut. On rencontre des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On n'a pas envie de se faire la gueule. On a envie de trinquer, soit avec un verre de rosé, soit avec un pastis, puis d'aller jouer aux boules. Et je pense que les grandes batailles politiques, elles devraient se régler à la pétanque. Ce serait tellement mieux. Mesdames, messieurs, on va fêter le joyeux anniversaire du Mondial 2016 avec vous tous. Merci, merci, merci. Et puis, comme on dit la chanson, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Avec... Il y a donc, à côté de la pétanque de Monsieur Tout-le-Monde et celle du concours des pros venus du monde entier, le trophée des personnalités. Tournoi amical et très disputé, et bien sûr très arrosé, qui donne à Marseille des petits airs de Deauville et de Saint-Tropez. Montana rêvait d'un Roland-Garros de la pétanque. Il a gagné son pari. La télévision retransmet en direct les compétitions. Et c'est Marie-Laure Augry, l'ancienne complice d'Yves Mourousi, qui les commente aujourd'hui. C'est un vrai coup de cœur. C'est un coup de cœur d'amitié pour les gens qui organisent cette manifestation. Ce qui fait que depuis 1986, je suis toujours venue à Marseille. Et j'attends, voilà, il y a Noël en décembre et la Marseillaise en juillet pour moi. J'attends ça toujours avec impatience. Chaque année, la soirée de lancement est le moment important qui emmène Michel Montana bien loin des débuts hésitants du tournoi il y a 55 ans. En fin d'après-midi, la pression monte, mais le patriarche a passé l'âge d'avoir le trac. Allez, venez, oh. Allez-y, monsieur. Allons-y, allez. Voilà. Merci. Merci, allez. Le mondial à pétanque de la Marseillaise est devenu une partition bien rodée, une grosse machine, à gros budget. Bon, ça se passe bien, Michel? Est-ce que tout le monde est là, à peu près? Oh, tout le monde est là. Si vous voulez, les autres, vous ne voyez pas, c'est archi plein. Vous voulez encore du monde, vous? C'est OK Guy Forger, s'il vient, je te le dis, il vient. Marc Grillon travaille avec Michel Montana depuis 35 ans. Il connaît par cœur les exigences du patron. Et en compagnie de Vincent, le fils de Michel, ils ont appris à s'en accommoder. Oui, mais attends, qui commence? Qui commence? Tu peux t'en occuper? Qui commence? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, un grand merci d'avoir répondu à l'invitation du mondial La Marseillaise à pétanque. Merci, merci et youpi, comme on dit. Pour l'instant, étonnant, et on ne s'est pas encore engueulé. Mais ça devrait arriver. Non, parce que souvent, ça arrive qu'on s'engueule. On s'engueule, mais ça va, hein, ça passe. Hein. C'est une façon qu'on a de vivre, de travailler ensemble. Ces soirées d'été, lorsque toute la ville danse à ses côtés, à quoi pense Michel Montana? Pense-t-il au quartier défavorisé de son enfance, à ses rêves de jeunesse dans le music-hall, ou au temps passé sur les routes comme vendeur de journaux? Son mondial à pétanque lui ressemble.
Une fête joyeuse et métissée où tous ces mondes, ceux qu'il a croisés depuis toutes ces années, se rencontrent et se rassemblent autour de lui. Le fils d'immigrés oranais est bel et bien devenu le vrai roi de Marseille. Je crois qu'il est soucieux de mener son histoire au-delà de ce qu'il est lui. Et c'est même pas une histoire d'arrêt d'ailleurs, c'est une histoire de continuité. Et c'est ça qu'il est en train de faire depuis de nombreuses années, mine de rien. Et donc, effectivement, je ne le vois pas s'arrêter, mais je le vois plutôt planer, être là, quoi. Planer sur Marseille, pourquoi pas, mais surtout, continuer à marcher autour du Vieux-Port tous les jours. C'est sur le Vieux-Port que Michel Montana vit depuis 50 ans. C'est sur le Vieux-Port qu'il travaille. Et même s'il a beaucoup voyagé, c'est encore et toujours sur le Vieux-Port qu'il se sent le mieux. Vous savez, moi quand je sors le matin, là, que je regarde un peu l'ambiance qu'il y a, les gens qui passent, c'est magnifique de voir ça. Marseille, c'est le New York de la Méditerranée. Il y a tout à Marseille. Des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, des gens de couleur. Vous avez l'Afrique, ensuite vous avez les Amériques. Tout le monde vient à Marseille. Alors, vous connaissez une ville comme ça? Oui, New York. Le musical, c'est toute ma vie. J'ai le cœur à la fête et je souris. C'est ma recette, je vous la confie. Chaque fois que je dis youpi. Depuis tout môme, j'avais compris qu'il faut toujours aimer la vie. Me tracasser, j'ai pas envie. C'est pour ça que je dis youpi. 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 Je dis